Bonjour et bienvenue à l'Histoire en bref. Pour ceux qui me connaissent savent que j'adore les sports, j'ai donc choisi de créer une nouvelle section dans ma chaîne YouTube pour nos héros sportifs canadiens. Mon sport préféré, j'en ai plusieurs, évidemment le hockey, le football, mais j'adore la course à pied. J'ai fait plusieurs compétitions, dont des 5 km, des 10 km et des demi-marathons. Je n'ai toujours pas fait de vrais marathons, mais c'est un rêve pour moi de pouvoir faire un jour un marathon. Aujourd'hui, je vous parle d'un homme que je ne connaissais même pas, même s'il y a encore des records qui lui appartiennent aujourd'hui. On va reculer au début du 20e siècle. Il faut comprendre qu'au début du 20e siècle, la course à pied, c'est un des sports les plus populaires sur la planète. Aujourd'hui, je vous parle d'un des plus populaires athlètes canadiens du 20e siècle. Il était un marathonien ou coureur longue distance de la nation Onondaga des 6 nations Haudenosaunee en Ontario. Il est né avec le nom Kogwagi qui signifie tout dans la langue Onondaga en 1887 près de Brantford en Ontario. Il est décédé le 9 janvier 1949. Je vous parle aujourd'hui de Thomas Charles Kogwagi Longboat. De 1906 à 1912, il remportera presque toutes les courses de longue distance au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il va aussi réussir à battre plusieurs records mondiaux à l'époque. Mais commençons par le début. Kogwagi est né dans le clan du Loup, dans la réserve Onondaga. Son père est mort lorsqu'il avait seulement 5 ans. Il vivait sur une ferme et puisque sa famille était très pauvre, il devait faire le labeur à la main. De temps en temps, il va s'évader pour faire ce qui l'intéressait vraiment, donc jouer à la crosse, aller à la pêche et inévitablement aller courir. Malheureusement, à l'âge de 12 ans, il va être envoyé de force dans l'Institut Mohawk, un pensionnat autochtone qui a été ouvert de 1828 à 1970. Les pensionnats autochtones ou les pensionnats indiens, comme ils étaient appelés à l'époque, étaient des écoles religieuses financées par l'État afin d'assimiler les enfants autochtones. Les enfants vivaient très souvent des abus physiques et sexuels et de plus, ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur langue, leur religion et même de porter leurs vêtements traditionnels. Le premier pensionnat a ouvert ses portes en 1880 et le dernier a fermé ses portes en 1996. Oui, vous avez bien entendu, 1996. J'ai pas vraiment besoin de vous dire qu'il détestait cet institut-là. Après 2 essais, il va réussir enfin à se sauver de l'Institut Mohawk pour se cacher sur la ferme de son oncle. Sur la ferme, il prendra vraiment sa passion de la course au sérieux. Il y aura de plus en plus de courses organisées sur la réserve auxquelles Kogwagi fera évidemment partie. Sa première course compétitive va avoir lieu autour de la baie de Burlington en 1906. C'est une course de 30 km. Il n'a que 19 ans. Très peu de gens le connaissent encore, mais on commençait déjà à le discriminer. Vous allez réaliser que son parcours, même s'il est plutôt impressionnant, est rempli d'embûches et de préjugés. En 1906, on trouvait ses shorts ou bien ses souliers complètement inadéquats. La discrimination commençait dès sa première course compétitive. Les paris contre Kogwagi étaient de 100 contre 1. Imaginez comment on n'avait aucune idée de son talent. Et oui, il a gagné la course. À ce moment-là, les gens ont commencé un peu à le prendre au sérieux. Disons qu'ils trouvaient sa technique plutôt intéressante. En fait, à chaque début de course, on avait l'impression qu'il allait perdre la course, mais plus ça avançait, plus il prenait de la vitesse et plus il réussissait à déstabiliser les autres coureurs et terminait très souvent avec la victoire. Quelques jours plus tard, ce sera au tour de la ville de Toronto d'accueillir les coureurs. Une course de 24 km. Encore une fois, Longboat a remporté la course sur le favori, un dénommé Cummins. Il va recevoir un trophée et une médaille venant de J.J. Ward, qui était un conseiller très populaire de la ville de Toronto. La prochaine course sera une des plus importantes de sa carrière, le marathon de Boston.
La course aura lieu le 9 avril 1907. Il faut savoir que le marathon de Boston est la compétition la plus importante en Amérique du Nord. Le marathon de New York, lui, fera son apparition qu'en 1970. En 1907, Kogwagi n'a toujours que 19 ans. Le public reste toujours un peu sceptique. Il affrontera les 104 meilleurs coureurs en Amérique du Nord. Un marathon, c'est une course de 42,195 km ou 26,22 milles. Je n'embarque pas dans les détails, mais ça provient en fait de la distance entre la ville de Marathon et la ville d'Athènes en Grèce. Bref, je m'égare un peu de Kogwagi présentement. Cette course sera le gain de sa carrière. Avec près de 100 000 personnes à la ligne d'arrivée, imaginez, 100 000 personnes. Il remporte la course avec une impressionnante avance de 450 mètres. Il va terminer ce marathon avec l'incroyable temps de 2 heures 24 minutes et 24 secondes, fracassant l'ancien record de 5 minutes. Il va conserver ce record mondial-là pendant plus de 45 ans. Ce sera qu'en 1952 que son record sera battu. Assez incroyable, aucun autre marathonnier n'a réussi à conserver un record aussi longtemps. Pas besoin de dire qu'après cette course, Tom Longboat devient un symbole canadien, pour le meilleur et pour le pire. Comme mentionné plus haut, il y aura beaucoup de préjugés qui sortiront dans les journaux, souvent lors des entrevues avec d'anciens entraîneurs. Selon la Bibliothèque et Archives Canada, un entraîneur avait dit à un journal, et je cite, « Il refuse de s'entraîner, il ne fait rien. Je voulais qu'il fasse un entraînement particulier et tout ce qu'il a fait, c'est de jogger une trentaine de kilomètres. » Jogger une trentaine de kilomètres, pas si pire que ça. Cependant, sa façon de s'entraîner provient de la tradition iroquoise Onondaga. Plusieurs spécialistes savaient qu'il connaissait son corps beaucoup mieux que la plupart des autres coureurs à l'époque et surtout beaucoup mieux que ses entraîneurs. Il changera plusieurs fois d'entraîneur dans sa carrière. Prochaine étape, en 1908, les Jeux olympiques de Londres. À cette époque, on interdisait la participation aux Jeux olympiques aux athlètes professionnels. Seuls les athlètes amateurs y avaient droit. Les États-Unis étaient donc frustrés d'y voir Kogwagi, qui selon eux devait être considéré comme un professionnel et non pas un amateur. Bref, il en fera partie. La course a lieu le 24 juillet 1908 lors d'une journée extrêmement chaude. Plus de la moitié des participants ne franchiront pas la ligne d'arrivée, incluant Tom Kogwagi Longboat. Ici, il y a plusieurs mystères durant cette course. Un qui m'intéresse particulièrement, c'est le dopage. En fait, on parle plus de dopage informel, comme le mentionne Bruce Kidd, un ancien athlète canadien. Le dopage informel, c'est tout simplement de vouloir améliorer ses performances avec une concoction qui n'est pas illégale. Mais tu sais, on se trouve en 1908, donc la médecine n'est pas ce qu'elle est actuellement, et de plus, les athlètes ne sont pas protégés comme ils le sont aujourd'hui. Le mélange de cette concoction? En fait, c'est un mélange qui était à la mode et c'était fait en fait de poison à rat, donc qui était un fort stimulant, et de brandy, qui est une boisson alcoolisée, qui était un relaxant. Bien oui, pourquoi pas, quel beau mélange. Le principal problème avec ce délectable mélange, c'est qu'il ne fallait pas exagérer ou même minimiser les portions. Pas assez de strychnine, qui était le poison à rat utilisé, l'athlète s'endort ou ça va tout simplement nuire à ses performances. Et trop de poison, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer qu'est-ce que ça va faire sur le corps humain, trop de poison. Vous comprenez qu'on avait très peu d'informations sur l'hydratation lors d'une course longue durée en 1908. Pourquoi donc Longboat n'a pas terminé la course s'il prenait ces boissons-là fréquemment? Évidemment, avant de sauter aux conspirations, ce qu'on va faire très bientôt, il ne faut pas oublier que plus de la moitié des coureurs n'ont pas terminé la course. Et que lors d'un marathon, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, évidemment, surtout quand tu t'hydrates avec du poison à rat et du brandy. Par contre, certains disent qu'il a été victime d'empoisonnement. En fait, on parle même de pot de vin, donc de donner de l'argent aux entraîneurs pour empoisonner les athlètes. Et si j'ai un pays à pointer du doigt, puisque vous me le demandez en criant présentement, ce serait les États-Unis que je pointerais. Bien sûr, je n'ai aucune preuve à l'appui, mais avançons dans la conspiration ensemble. Sur les 4 premiers à la ligne d'arrivée, il y avait
3 Américains. Et de plus, les Américains étaient complètement contre au fait que Kogwagi participe à la course. Disons que la conspiration est facile à faire. Cependant, ça reste une conspiration. Il n'y a rien qui a été prouvé pointant l'empoisonnement par un pays ou un autre, ou même prouvé qu'un entraîneur aurait empoisonné des athlètes. L'entraîneur de Longboat à l'époque avait même dit aux médias que c'était sûr que Tom avait été empoisonné, puisqu'il utilisait cette concoction-là très souvent, et puis il connaissait son corps, il connaissait le dosage qu'il devait prendre. Donc, la question qu'on se pose, c'est qui et comment? Au Canada, à l'époque, Tom Longboat était un héros lorsqu'il gagne, mais lorsqu'il perd, oh là là! Les médias n'ont jamais été aussi durs avec un athlète comme ils l'ont été avec Kogwagi. Souvent traité de lâche et d'alcoolique dans les médias, quand l'information provenait très souvent d'entraîneurs frustrés contre lui parce qu'il ne voulait pas faire les entraînements demandés. Il faut quand même dire que les préjugés envers les peuples autochtones étaient extrêmement forts à l'époque et ça vendait beaucoup de journaux. Kogwagi va continuer à avoir une excellente carrière sportive suivant les Olympiques de 1908. Cependant, il gérera lui-même sa carrière, surtout à cause des conflits avec ses entraîneurs. En 1912, il va obtenir un nouveau record. Il va courir 24 km en 1h18. Si vous faites un peu de course, vous réalisez que c'est extrêmement vite. Ce record tient encore aujourd'hui. En 1914, Tom Longboat s'enrôle dans le corps expéditionnaire canadien comme 35% des hommes autochtones à l'époque, un taux plus élevé que la moyenne nationale. Il va occuper le poste de coureur d'expédition. Évidemment, la personne que tu dois choisir. Il s'occupe des communications surtout. Un jour, il devait accompagner un général à travers les tranchées quand ce général lui dit, et je cite, « Ralentis, tu me prends pour Tom Longboat ou quoi? » Et Tom lui répond, « Non, monsieur, c'est moi. » Durant son service pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs personnes ont essayé de ternir sa réputation au Canada. On va même jusqu'à faire croire à sa femme qu'il est mort. Un homme du nom d'Edgar Laplante va même jusqu'à se faire passer pour Kogwagi en faisant le mendiant et de l'alcoolique dans les rues de Toronto. Cela affectera beaucoup Tom à son retour de la guerre. Au retour de son service, puisque sa femme s'est remariée en pensant qu'il était mort, il va se marier avec une autre femme qui s'appelle Martha, une femme autochtone Cayuga des 6 nations Haudenosaunee. Il mettra sa carrière de coureur derrière lui et s'installe sur la réserve d'Oswego près de Toronto. Kogwagi se trouvera un travail à la ville de Toronto et c'est là qu'il terminera sa carrière. Tom Kogwagi Longboat est une vraie star, même longtemps après la fin de sa carrière. Selon plusieurs chercheurs, il avait beaucoup de charisme et les gens aimaient bien être en sa présence. En 1951, le Cercle sportif autochtone a instauré le prix Tom Longboat. Il est remis chaque année pour souligner les contributions autochtones dans le sport canadien. Le prix, en fait, un homme et une femme vont recevoir un voyage aller-retour pour toute sa famille à la cérémonie de remise de prix, un prix personnalisé Tom Longboat et une bourse de 1500 $ pour appuyer leur développement sportif. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, allez sur le site aboriginalsportcircle.ca. Écoutez, j'aurais pu vous parler de Tom Longboat pendant 2 heures, mais bon, toute bonne chose a une fin. Je vous invite grandement à aller lire sur lui ou encore aller écouter la balado-diffusion de Bibliothèque et Archives Canada sur le sujet. C'est rempli d'entrevues et d'histoires, c'est vraiment intéressant. Sur ce, c'était Kevin pour l'Histoire en bref.